une nouvelle thématique. Après avoir discuté d'un important sujet la semaine passée, nous revenons aussi avec un sujet majeur qui, je pense, concerne tout le monde. Il s'agit de, je ne sais pas s'il faut dire la migration ou les migrations. Est-ce que c'est l'émigration ou l'immigration? Je pense qu'il y a des nuances sémantiques. Notre invité va nous aider à y voir un peu plus clair. Les migrations, en tout cas, sont la constante, sont une constante dans l'évolution des sociétés humaines. J'ai l'habitude de le dire que ça commence lorsque l'homme, aux prises avec les éléments de la nature, a dû se déplacer pour s'adapter, pour suivre. Parce qu'il y a les lois de la nature. Soit vous vous adaptez, soit vous disparaissez. Et souvent, je pense qu'on porte de faux jugements sur la réalité complexe de la migration ou des migrations, dû au fait peut-être des médias, dû au fait d'un discours ou des discours dominants sur ce qu'est la migration ou ce que doit être la migration. Et maintenant, dans le contexte contemporain, où l'ONU a recensé en 2009 plus de 214 millions de migrants. Maintenant, la question qui se pose, c'est que nous avons tellement de chiffres sur ces migrations-là qu'on ne sait même plus quoi penser de la migration. Qu'est-ce que c'est réellement la migration? Quel est l'enjeu de ces migrations-là? Pour débattre et échanger autour de ce sujet, nous avons invité le docteur Ali Tandian, qui est maître de conférence titulaire du CAMES, qui enseigne à l'Université de Saint-Louis, qui a soutenu une thèse sur les migrations, je pense, en 2003, en co-tutelle avec l'Université de Toulouse 2, qui réfléchit depuis un moment, qui a fondé le GERM, le groupe d'études et de recherche sur les migrations et faits de société de l'Université de Saint-Louis, qui a aussi un groupe qui fait de la prospective, qui fait dans l'insertion, dans l'innovation scientifique. La première question que j'ai posée à notre professeur invité, c'est comment un sociologue se retrouve empêtré dans ces questions de migration où on pense que c'est une question qui ne concerne que les hommes politiques. Comment la sociologie peut aider à mieux comprendre cet enjeu contemporain-là? Professeur, vous avez la parole. Je remercie la Fondation Heinrich Böll pour la recommandation qui a été faite et surtout pour avoir appuyé une étude que nous avions réalisée, nous en tant qu'équipe de recherche, vous l'aviez présentée, le GERM. Aujourd'hui, je me fais le plaisir de partager avec vous une problématique qui certainement va susciter plusieurs autres questionnements. Questionnements par rapport à la définition même, qu'est-ce que c'est que la migration? Parfois, il y a une difficulté parce que assez souvent, on définit l'immigration pour désigner la migration ou bien on parle de mobilité pour désigner la migration. Et je vais essayer autant que possible d'apporter quelques petites réflexions par rapport à ça. Mais je vous encourage d'abord parce que ce n'est pas évident de voir des acteurs qui se forment en matière de médias qui s'intéressent à la migration. Cette difficulté ou absence d'acteurs de la communication qui s'intéressent à la migration a fait que beaucoup de pays, en commençant par le Sénégal, ont connu des difficultés dans la gestion de la migration. Comment? Au Sénégal, on ne connaît pas nos migrants. Tout ce que l'on connaît de nos migrants, c'est combien ils envoient. Donc, on fait une proximité entre migration et transfert d'argent. On ne connaît pas le vieillissement de la migration ou le vieillissement des migrants. Et pourtant, nous sommes à la deuxième ou troisième génération pour certains pays. Si c'est le cas de l'Espagne ou l'Italie, nous sommes à la deuxième génération de migrants sénégalais. Si c'est le cas de la France, nous sommes à la troisième génération. Si c'est le cas du Mali, de la Gambie, presque nous sommes à la cinquième ou sixième génération. L'autre élément, c'est que quand on parle de la migration, on pense naïvement qu'on parle que de l'Europe, des populations africaines qui partent en Europe. Non, ce n'est pas que ça la migration. La migration, naïvement, pourrait être définie le fait d'une personne quitte son territoire d'origine,
et s'installe dans un territoire qui lui est étranger, et où il n'est pas né, et il séjourne au moins 3 mois, c'est 90 jours. Donc, la démographie, la sociologie, la géographie se sont mises d'accord pour dire que la durée de séjour est importante, c'est 90 jours. Donc, une personne qui réside dans un espace moins de 90 jours ne peut pas être considérée comme étant un migrant. Et cette même définition a inspiré la CEDEAO dans l'article 13 en matière de mobilité, d'installation et de travail des populations étrangères. Cette population étrangère peut vivre 90 jours sans être déclarée au niveau de la police. Ça veut dire que moi, je suis togolais, je peux venir en Gambie, y résider pendant 80 jours, y repartir sans me faire déclarer. Dans ce cas, je ne suis pas considéré comme étant migrant. Donc, je peux être défini comme étant touriste, je suis de passage. Mais la grande difficulté qui se pose et qu'aujourd'hui nous nous posons, c'est comment se fait-il qu'un Africain qui s'installe en Europe peut être considéré comme un migrant, alors qu'un Européen qui s'installe en Afrique peut être considéré comme un expatrié. Ça, c'est la première difficulté. Mais vous savez, tout est question de positionnement. Vous savez, l'Union européenne joue son jeu. Mais malheureusement, l'Afrique ne joue pas son jeu et on ne sait pas si l'Afrique a un jeu. Pour plusieurs raisons, on va revenir sur ça. Vous avez pu constater que depuis Barça ou Barsaq 2006, des populations autres sont venues au Sénégal, pas pour s'y installer, mais pour faire du Sénégal un pays de transit. Ce qui laisse penser que la définition de la migration, elle est évolutive. Ça peut passer de la fixation à la situation de transit. Donc du coup, le Sénégal, pour une première fois depuis 2006, est devenu un pays de départ pour d'autres populations. Donc est devenu un pays de transit. Et de ce constat, le Sénégal et d'autres pays de la sous-région, d'autres pays africains, et même d'autres qui ne sont pas de la sous-région, sont aujourd'hui à la fois des pays de départ, des pays de transit, mais également des pays d'accueil. On va voir tout ça dans le cadre de cette présentation qui va porter sur migration sous-régionale interne. Sous-régionale dans l'espace communautaire, CEDEAO, Sénégal, Gambie, Nigeria, Côte d'Ivoire, etc., pour ces 15 pays de la CEDEAO. Mais interne, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'étranger de l'intérieur. L'étranger de l'intérieur, c'est qui? C'est le parent de Louga qui vient à Dakar, c'est le parent de Bawal qui vient à Dakar, que l'on appelle Bawal ou de manière stigmatisante, que l'on appelle Kao. Okay? Mais ces populations autres qui sont arrivées dans ces espaces comme Dakar se sont mobilisées avec les forces disponibles pour trouver leur place. Donc on a vu évoluer à travers le discursif sénégalais le mot Boy Town qui a été échangé par le mot Coming Town, ce qui laisse penser qu'il y a une sorte de lutte de positionnement entre la personne originaire de Dakar, le Boy Town de Sicap, et la personne originaire de Louga ou bien de Bambey, qui est arrivée installée dans la banlieue et que l'on appelle le Coming Town. Donc tous ces éléments laissent penser que la définition du concept de migrant n'est pas figée. Donc la définition, elle est évolutive, elle est dynamique, en fonction des enjeux, mais surtout en fonction des enjeux politiques. On va voir ça tout à l'heure. On pense naïvement que les gens migrent pour aller chercher de l'argent, alors qu'il n'y a pas que l'argent qui pousse les gens à partir. C'est une des raisons, mais il n'y a pas que l'argent. On va en parler tout à l'heure. Le deuxième élément, et si on est intéressé aux dimensions socioculturelles, on pense souvent que c'est la dimension matérielle qui est à la base de la migration, ce n'est pas toujours le cas. On va évoquer comment une sorte de culture migratoire a été construite et est en train d'être entretenue aujourd'hui dans nos sociétés. Le troisième élément, je me dis, et si on se demandait qui sont les Sénégalais candidats à la migration, qui sont les Ivoiriens candidats à la migration, qui sont les Togolais candidats à la migration, on ne les connaît pas assez souvent. Tout ce que l'on connaît d'eux, c'est combien ils envoient de l'argent. On ne prête pas attention à leur souffrance. Ces migrants également sont dans ce jeu. Le migrant, il ne parle jamais de ses souffrances. En commençant par moi, d'ailleurs, parce que j'ai été migrant pendant 12 ans. Okay?
Le quatrième point, quelle est la situation de la migration et des migrants dans la sous-région? L'espace communautaire, la CEDEAO, à travers l'article 13, nous dit qu'une personne originaire de l'espace CEDEAO peut circuler, s'installer et trouver du travail dans un pays membre de la CEDEAO et bénéficier de tous les droits que le citoyen local. Ce qui n'est pas le cas si aujourd'hui on interroge, je ne vais pas aller jusqu'à l'ivoireté, avec toute la difficulté que ça a posé au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais dans la stigmatisation que nous faisons tous les jours pour désigner l'autre, donc l'accueil n'est pas toujours ambiant. Okay? Et aujourd'hui, le Niger est la première grande contradiction quand on parle de la CEDEAO. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont originaires du Niger. Okay? Le cinquième point, c'est de voir quelle est la responsabilité de nos États. En droit, il y a ce qu'on appelle le rôle régalien de l'État. Aujourd'hui, je pense que ce rôle régalien de l'État, on ne le voit pas assez souvent. Et on peut penser parfois que l'État est absent quand on parle de mobilité de nos populations. En sixième point, moi je ne ferai pas de conclusion. Je pense que je ne suis pas suffisamment outillé pour faire une conclusion. Du moment que la migration elle est évolutive, je ne pourrais pas dire voilà, c'est la fin. Mais je vais juste faire appel à quelques pistes de réflexion. Tous les jours, nous sommes bousculés par des éléments, que ce soit dans nos espaces privés, dans nos foyers, ou bien dans nos espaces d'activité, le mode de production. On peut prendre l'exemple de la pêche, on peut prendre l'exemple de l'agriculture. Mais tous les jours, à travers de nos quotidiennetés, on nous rappelle que ça ne va pas, ou bien ça pose problème, ou bien nous sommes en difficulté. On peut prendre l'exemple du changement climatique comme entrée pour expliquer cela. Aujourd'hui, avec le changement climatique, même si on peut se dire c'est un peu précipité de parler de changement climatique, enfin bref, on pourrait parler juste de variations environnementales. Mais on est d'accord que ces variations environnementales bousculent nos quotidiennetés et changent le rapport que nous avons avec notre environnement. Prenons l'exemple de là où nous résidons, nos foyers. Tous les jours, ou bien à Saint-Louis, ou bien à Bourg, ou bien au niveau du sud du Sénégal, vers Elenkin et autres, on nous apprend qu'il y a eu des maisons qui sont tombées parce qu'il y a eu de l'érosion côtière. Pour certains, c'est le changement climatique. Pour d'autres, sans être précis, ce sont les variations environnementales. Mais on sait que notre environnement est en train de vivre des mutations en rapport avec le climat. Jusqu'à présent, on parle que des éléments matériels, la maison, le mode de production, l'hôtel. Mais lorsque nos foyers sont bousculés, ou bien lorsque nos modes de production sont bousculés, nous sommes amenés à nous poser des questions sur notre quotidien. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il changer de travail? Ou bien faut-il changer de localité et d'espace de résidence? Et du coup, les populations se posent des questions sur le rapport qu'ils ont avec l'environnement, la maison, le mode de production. Pour d'autres qui disposent des moyens, même si naïvement en Europe, on continue, peut-être je vais le dire rapidement, cette présentation, je vais faire beaucoup de contradictions avec ce qui se dit sur l'Afrique, sur nos sociétés. Naïvement en Europe, on nous dit que ce sont les plus pauvres qui migrent. Ce n'est pas vrai. Ce ne sont pas les plus pauvres qui migrent. Parce que pour migrer, au moins, il faut avoir un passeport. Mais un passeport, c'est 20 000 francs au minimum.